Madame, Monsieur, bonjour. Dimanche en politique, c'est désormais tous les dimanches à 11h30 sur France 3 Aquitaine. Première émission, premier thème, Aquitaine, la LGV, à quel prix? Pour répondre à cette question, Alain Vidalis, le secrétaire d'État chargé des Transports, mais également différents spécialistes du dossier, et puis la participation de nos internautes. Aquitaine, la LGV à quel prix? Voici l'heure des questions. Alain Vidalis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le ministre chargé des Transports, vous êtes landais, vous connaissez bien le dossier du jour, le dossier de la LGV en Aquitaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais tout d'abord vous montrer en début d'émission une image qu'on va même appeler un document, une image forte. C'est l'image de la première rame TGV qui roule, qui circule sur la nouvelle ligne Tours-Bordeaux. Ce sont des essais qui ont été faits il y a quelques jours. Quelle est votre première impression lorsque vous voyez cette image? Une bonne impression, l'impression d'un grand projet que je suis depuis que je suis arrivé au ministère des Transports, et puis d'une grande nouvelle, d'une grande information pour Bordeaux. Mais vous l'avez dit, je suis landais, je suis aquitaine et très intéressé à ce dossier, mais c'est surtout, je veux le dire, une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe, parce que je crois à la grande vitesse. Et ce qui va arriver à partir du mois de juillet 2017 ici est une pierre importante. Alors on le voit, c'est quand même assez émouvant de voir ce train qui circule sur cette nouvelle voie. On a vu tous les travaux ces dernières années. Cette ligne sera inaugurée le 2 juillet 2017 prochain. C'est dans très peu de temps. Que va changer cette ligne pour les Bordelais et les Aquitains? D'abord le temps de transport. Bordeaux à 2 heures de Paris, mais pas que Bordeaux. Et ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que toute l'Aquitaine va gagner, au sud de Bordeaux, à l'ouest, va gagner 1 heure par rapport au temps pour aller aujourd'hui en train à Paris. Et je crois qu'il suffit de regarder ce qui se passe à Bordeaux. Il y a une telle anticipation sur les effets de l'arrivée de la LGV, non seulement sur les opérations autour de la gare Saint-Jean, mais je crois que dans quelques jours, Alain Juppé et la métropole vont faire une grande manifestation avec la région pour voir ce qui va se passer sur le plan économique. Et les enquêtes qui ont été faites par vos confrères, que ce soit nationalement ou localement, montrent que ça contribue aujourd'hui à faire que la place de Bordeaux, la métropole de Bordeaux, pratiquement en tête aujourd'hui des aspirations, des lieux de vivre pour beaucoup de Français. Le TGV est évidemment un élément majeur. Alors, c'est le thème de cette émission. Est-ce que tous les Aquitains vont profiter, bénéficier de cette nouvelle ligne? Parce que la vitesse, c'est une chose. 2 heures entre Paris et Bordeaux, c'est formidable, mais pour certains, ça n'a pas de sens ou ça n'a pas d'intérêt. Non, mais ça n'a pas d'intérêt. Je crois que la vraie difficulté, on va la voir dans le débat probablement, c'est les gens qui vont dire mais il ne faut pas faire des LGV, il faut faire des trains du quotidien. Mais écoutez, c'est un choix qui n'existe pas. Bien sûr qu'il faut faire les deux. Ce n'est pas la même chose. Le ministre des Transports, il s'occupe à la fois des trains du quotidien et il s'occupe aussi de la LGV. Et je vais vous donner un chiffre qui est dans la presse régionale ces jours-ci et qui clôt le débat. Les gens vont venir, on va l'entendre probablement, mais enfin, vous vous rendez compte, 9 milliards, ça serait mieux sur les trains du quotidien. Vous savez combien on dépense aujourd'hui pour l'entretien des trains du quotidien? 5 milliards par an. Donc, sur les 20 prochaines années, admettons, on aura certes dépensé 9 milliards pour la LGV, mais on aura dépensé 100 milliards pour l'entretien des trains courants. Donc on fait les deux et les deux sont nécessaires. Alors puisqu'on parle de chiffres, une question, puisque nos internautes nous suivent et nous posent des questions lors de cette émission, une question d'Alain qui s'intéresse à notre débat et qui nous demande quel sera le prix du billet pour faire Paris-Bordeaux ou Bordeaux-Paris. Je veux dire, on n'en est pas encore au stade où c'est le ministre des Transports qui fixe le prix du billet ou qui fixe les horaires. Donc ça, c'est la responsabilité de la SNCF. J'ai quelques idées, mais je vais quand même laisser SNCF Mobilité le dire. J'ajoute qu'il faut avoir présent à l'esprit... J'imagine que vous avez envie quand même que ces tarifs soient raisonnables. De toute façon, s'ils ne sont pas raisonnables, ils n'auront pas de clients. Donc c'est bien leur problème. Sachez une chose aussi, ce n'est pas souvent dit, je veux le préciser. L'une des difficultés de ce dossier, on y reviendra peut-être, c'est qu'il y a le monopole et il n'y a qu'aujourd'hui la SNCF Mobilité, puis ça s'appelle comme ça, qui est aujourd'hui potentiellement un client pour faire circuler des trains sur l'infrastructure de l'ISEA. À partir de 2020,
c'est-à-dire demain. 3 ans après, il y a l'ouverture à la concurrence sur le réseau commercial. Ça veut dire qu'en plus de la SNCF, quiconque voudra pourra obtenir des sillons, y compris sur la ligne à grande vitesse. Il faut avoir ça dans l'esprit. Donc la concurrence pourrait faire baisser le prix des tarifs, c'est ce que vous voulez dire, à terme. Ça peut non seulement faire baisser le prix des tarifs, mais peut-être amener plus de trains, ce qui peut intéresser Laurent Cavrois, que je vous présente. Merci d'avoir accepté notre invitation, Laurent Cavrois également. Vous êtes le président de l'ISEA, le constructeur de cette ligne que l'on vient de voir, la ligne qui fait donc Tours-Bordeaux. On a vu des images assez exceptionnelles de ce projet qui est abouti, même si vous avez encore pas mal de choses à faire. Quel est le calendrier désormais avant le 2 juillet, avant l'inauguration ? Oui, vous avez raison de dire que c'est assez exceptionnel. Moi, je m'associe au ministre pour dire qu'on est vachement ému. On est très fiers, après 6 ans de travaux, d'arriver pile à l'heure. On avait signé pour le 31 juillet, on va ouvrir le 2 juillet. Je pense que c'est une prouesse de toute l'industrie ferroviaire, pas uniquement du constructeur. Et c'est à souligner, en France, on sait faire des LGV vite et bien. Je pense que c'est bon pour la France qui, de temps en temps, se Alors là, où en est le chantier, puisqu'en effet, on a vu cette trame circuler, mais il y a encore des choses à faire. Je le montre, les essais dynamiques ont commencé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis la semaine dernière, l'ensemble de la ligne est ce qu'on appelle sous tension. La caténaire est parcourue par 25 000 volts, donc il ne faut plus y toucher. Il ne faut plus rentrer dans les emprises ferroviaires et des trains parcourent la ligne pour tester, pour qualifier la ligne et s'assurer que la construction est conforme à ce qu'on avait prévu. Cette phase va durer jusqu'à décembre 2016 et l'année prochaine, en 2017, nous allons prendre le temps, 5 mois, pour former tous les exploitants. Plus de 500 conducteurs, des conducteurs de la SNCF. Tous les exploitants qui sont dans les postes d'aiguillage et qui appartiennent aussi à la SNCF, tous les mainteneurs qui, de ce côté-ci, appartiennent à l'ISEA, tous ces gens-là doivent roder leurs procédures pour assurer un service en parfaite sécurité. Donc, 4 mois d'essai dynamique avec des rames et 5-6 mois de formation des exploitants pour une ouverture. Le premier train commercial sera le 2 juillet dans moins de 300 jours. Alors, on va parler dans quelques instants du financement, mais d'ores et déjà, est-ce que pour vous, cette ligne, j'imagine que c'était votre objectif, sera rentable ? On sait qu'on est sur une navette, 18 à 19 navettes jour aller-retour. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous paraît satisfaisant ? Ça a été le débat de l'hiver dernier et même du printemps. Nous sommes arrivés, et notamment avec l'aide du ministre, à un service de grande qualité. Effectivement, tous les jours, 18,5 navettes vont circuler. Alors 18,5 parce qu'il y a 18 dans un sens et 19 dans l'autre, c'est un peu curieux. 18,5 par jour navettes directes entre Paris et Bordeaux. C'est un niveau comparable aux grandes métropoles desservies par les LGV. Je pense que c'est à la hauteur des enjeux du projet. On va retrouver une question de nos internautes qui s'adresse à vous, à Alain Vidalis. La question de Martine qui nous dit « Les élus, en voyant ce type de chantier, ont-ils la folie des grandeurs ?» Évidemment, quand on est contre un projet de cette nature, on utilise ce genre de mots. Donc, vous savez, si on avait opposé la folie des grandeurs à ceux qui ont fait le tunnel sous la Manche, à ceux qui ont fait les grandes autoroutes qui permettent aujourd'hui aux gens de se rencontrer, la mobilité, ce n'est pas simplement un problème d'infrastructure. Il faut aussi que les gens puissent se rencontrer, échanger, aller d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et que ceux qui utilisent ces mots pensent aussi à ça au moment où il y a des gens... La question, c'était peut-être, est-ce qu'on a les moyens de financer ce genre de projet ? Chose, la folie des grandeurs. Je n'ai pas la folie des grandeurs, je ne fais pas des choses lorsqu'on ne peut pas les payer. Parfois, c'est difficile, même... voilà, je suis républicain, j'applique des choses qui ont été aussi décidées par d'autres. Sur les modalités, ici, le choix qui a été fait par M. Bussereau était compliqué, j'ai rendu des arbitrages. Ce n'est pas tout à fait normal que ce soit le ministre qui fixe ce genre de décision, mais je l'ai fait en essayant de respecter les intérêts de chacun. Il n'y a pas de folie des grandeurs. Il y a l'aspiration à beaucoup de progrès, notamment ici pour l'Aquitaine. Alors, puisqu'on parle financement, ou qu'on aborde le dossier financement, on va retrouver Jean-Jacques Lasserre en direct de notre studio de Bayonne. Jean-Jacques Lasserre, bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Cette ligne Tours-Bordeaux, vous la voyez d'assez loin pour l'instant, de Bayonne ou de Pau. Pourtant, vous participez à son financement. Vous en pensez quoi ? J'en pense. Bon, d'abord, bien entendu,
tout gain de temps entre notre département, entre Bayonne, Paris, entre Pau et Paris, tout gain de temps est significatif. Maintenant, il faut bien se dire qu'une heure de gagné quand on est à Bordeaux n'a pas du tout la même signification, les mêmes retombées qu'une heure gagnée quand on est à Bayonne. Sur un plan général, moi je ne conteste pas le bien fondé, le principe de cette liaison. Je salue la performance technique, et j'ai bien écouté monsieur le directeur à l'instant. Tout ceci, bien entendu, sont des choses qui sont dans le principe utiles et dans la réalisation probablement remarquables. Sur le financement, depuis le début de cette opération, j'ai toujours considéré que, au nom des grands principes et de notre volonté collective, on a fait avaler, pardonnez-moi l'expression, aux collectivités locales des engagements financiers qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas supportables. Je dis bien au nom des grandes ambitions. Concrètement, quel est le montant que doit payer le département des Pyrénées-Atlantiques pour participer au financement de cette ligne? Une fois que il y a le montant. Les montants ne sont pas bien étudiés et il y a les responsabilités financières qui ne sont pas identiques. Notre département devrait s'acquitter grosso modo avec les intérêts et l'actualisation de 80 millions d'euros. Au départ, nous avions accepté les principes sous plusieurs conditions. La première condition étant, bien entendu, la poursuite de la desserte de Bayonne, la poursuite de la desserte de Pau. Première condition. La seconde condition, c'est inclus dans la convention que nous avons signée. La seconde condition, c'était bien entendu qu'on en arrive à une réciprocité financière de nos amis du Nord en direction du Sud. Et bien entendu, ce que nous souhaitions, et ça n'a pas été réalisé, c'est un engagement simultané et formel des 57 collectivités qui ont été donc sollicitées. Et en bout d'opération, on se rend compte que notre département, et je le dis par ambition, par faiblesse de nos exécutifs, appelons ça comme l'on voudra, notre département est cherché en responsabilité, alors que la région, qui était présidée à l'époque par Mme Ségolène Royal, n'est pas sollicitée sur la liaison Tours-Angoulême-Bordeaux. La région Poitou-Charentes, vous voulez dire? La région Poitou-Charentes, à l'époque, n'avait pas posé sa signature aux conventions. Monsieur le ministre, nous nous connaissons et je respecte votre engagement, nous sommes voisins. Le département des Landes, et vous y siégiez à l'époque, n'a pas signé la convention sur laquelle il était sollicité. Donc, on se trouve, et c'est le principal reproche que je fais. Je ne reproche pas le principe, je reproche l'absence de continuité dans notre département, je reproche le déséquilibre de la maquette financière, et je reproche des engagements à géométrie variable avec des collectivités qui ne seront pas recherchées en responsabilité alors qu'elles seront très bénéficiaires et d'autres comme notre département qui ne le seront pas. Alors, que voulez-vous? Une fois qu'on a dit ceci, on peut se cramponner à des actions de type juridique. On peut aussi espérer que les cartes soient rebattues. Je parle toujours de l'engagement Tours-Angoulême-Bordeaux, mais ceci permettrait de régler, j'imagine, la suite des opérations. Eh bien, on va écouter la réponse d'Alain Vidalis. Alain Vidalis, vous entendez déjà de toute façon ce discours depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a une capacité de dialogue, de négociation sur ce thème? Il a été imaginé par M. Bussereau, qui est un ami de M. Lasserre, et M. Lasserre a participé, si j'ai bien vu le dossier du ministère, jusqu'au moment où vous étiez dans l'exécutif, vous avez participé à ces négociations au plus près avec M. Bussereau, qui a inventé un système. Bien entendu. Dont vous avez donc lu les réserves que j'ai émises, M. le ministre. Dont je dois dire, vous avez participé. Je dois dire, qui m'a étonné. C'est une sorte d'usine à gaz que vous avez inventée, la majorité de l'époque. Je dois dire qu'il faut le faire. Moi, j'arrive et ce travail a été fait. Certains n'ont pas voulu y participer, beaucoup ont participé et je vous en remercie. Il y a des contrats qui ont été passés. Moi, je suis un homme de loi. Je pense que quand on est dans un pays où on répète qu'il faut respecter les engagements, chacun doit les respecter. Aujourd'hui, puisqu'il y a un contentieux, moi je ne vais pas le trancher, mais c'est vrai que SNCF Réseau a engagé un contentieux contre l'ensemble des collectivités, y compris une qui m'est très proche géographiquement. Et donc, ce sont les tribunaux qui diront le droit, je pense. J'ai lu les contrats, que les engagements sont ce qu'ils sont et que vous devrez payer et que ce n'est pas très normal. Et maintenant, je veux dire un mot politiquement. Il y a ce dossier dont on parle qui a abouti. Et il y en a un autre qui est très important pour vous, pour moi, pour l'Aquitaine, pour l'Europe. C'est GPSO. Et franchement, on va entendre des gens qui sont contre ce projet. GPSO, c'est donc grand projet Sud-Ouest, on va en reparler, c'est pour la suite du développement. Il y a des gens, mais c'est tout ça est lié. Il y a des gens qui sont contre ce projet. J'ai fait une grande bataille juridique au Conseil d'État pour avoir un avis favorable. Et on sait que sur le recours contentieux, la question du financement sera majeure. Et j'attire l'attention de chacun.
on ne peut pas à la fois dire qu'on est favorable à ce projet alors qu'il porte tant d'intérêt pour le département, le vôtre ou d'autres, et puis se comporter de telle manière qu'on est en train finalement de scier la branche sur laquelle on est assis. Donc que chacun prenne en compte cela. Par ailleurs, je fais 2 propositions, Monsieur Lasserre. La première, je l'ai écrite à tout le monde. Si des collectivités ont des difficultés financières, j'ai demandé à SNCF Réseau d'étaler la dette dans le temps. Ça, c'est possible, c'est une négociation qui est ouverte. Et la deuxième, bien sûr, je ne vais pas recommencer ce qu'a fait M. Bussereau avec vous et d'autres, c'est-à-dire inventer une usine à gaz. Il n'y aura que 2 chefs de file, 3, 4 chefs de file, c'est-à-dire les régions concernées pour le financement de GPSO et puis les agglomérations. C'est ce que j'ai proposé. Ce que vous dites, Monsieur le Ministre, c'est que les collectivités qui ont pris un engagement doivent payer, point barre. Les collectivités qui ont pris un engagement doivent payer, mais ce que dit M. Lasserre, c'est qu'elles n'ont pas toutes payé, objectivement, c'est vrai. Et donc, comme il va falloir aussi financer la suite, évidemment, l'État souhaitera qu'il y ait une vision globale et que les efforts qui ont été faits par certains soient pris en compte lorsque les régions, puisque c'est elles qui le feront, parleront avec les autres collectivités pour le financement de GPSO. Je ne peux pas être plus clair. Jean-Jacques Lasserre, on va revoir la carte que nous avions mis à l'antenne, vous ne la voyez pas, mais enfin c'est ce développement, attendez, juste c'est le développement qui va vers le sud de la région, donc vers Dax et vers Toulouse. Est-ce que ce projet, qui pour l'instant n'est pas financé, vous convient ? Mais écoutez-moi, j'ai dit que sur le principe, ce projet me convenait. Mais vous comprenez, le langage de Monsieur le Ministre est trop facile. Vous n'allez pas me le faire, Monsieur le Ministre, sous l'angle, mes anciens amis politiques, et probablement que ce qui nous différencie, du fait de nos mandats, de nos origines, de l'importance, c'est une relative indépendance par rapport aux différents pouvoirs politiques. J'ai toujours indiqué, dans cette affaire-là, que le sujet était un bon sujet, qu'il fallait trouver des engagements équilibrés. Notre département paie moitié moins que la Haute-Garonne. Et j'ai toujours indiqué, et c'est un peu l'objet de ma demande, c'est une demande, c'est pas une menace, c'est pas un oukase. J'ai toujours demandé que l'on mette tout ceci à plat. La région de Mme Ségolène, qui est la première bénéficiaire et qui ne paye pas. Alors moi je veux bien que l'on se cramponne à des signatures qui ont été imprudemment et par faiblesse données. Mais si notre République n'a pas les capacités de reconnaître, c'est même pas des erreurs, ce sont des anomalies. Si notre République, au travers de ses représentants, aujourd'hui c'est vous, demain il y en aura peut-être d'autres ou peut-être que non, n'a pas les capacités de revenir sur des choses qui sont reconnues par tout le monde comme étant anormales. Votre département, Monsieur le Ministre, ce n'est pas normal. Alors, moi je demande simplement, non pas de m'échapper, non pas de ne pas exercer nos responsabilités, mais de revenir à véritablement des conditions de financement convenables et franchement, ce sera le préalable à toute action. Jean-Jacques Lasserre, concrètement, pour être concret, qu'est-ce que vous demandez là au ministre ? Qu'est-ce que vous demandez précisément pour que les choses s'arrangent entre vous ? Bon, écoutez, je pense que je suis assez clair, c'est que sur la part des collectivités locales, 57 collectivités locales, ce qui veut dire que le montage originel n'était pas un bon montage, c'était M. Bussereau à l'époque, j'en conviens, mais appeler 57 collectivités locales pour un projet d'intérêt national, voire européen, c'est déjà une erreur de concept, de casting, pas piquer des hannetons, et qui laissait présumer les difficultés que nous aurions. Ce que je demande, c'est que sur l'engagement de ces collectivités, on reparle, on se discute, on rediscute, on en arrive à des contributions naturelles, normales et équilibrées. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et moi, c'est mon travail de le dire, de ne pas l'accepter. Lorsqu'on met ceci en parallèle, ce n'est pas l'objet de l'émission. Avec les capacités contributives des départements, on considère que tout ceci n'est pas normal. Rendez-vous compte, Monsieur le Ministre, et ce n'est pas simplement vous. Au moment où on redéfinit les compétences des conseils départementaux, au moment où on dit vous ferez ceci, vous ne ferez pas ça, on vous appelle pour des choses qui sont à l'opposé ou en total décalé par rapport à ce qu'on doit faire aux yeux de la loi. On vous a entendu, Jean-Jacques Lasserre. Une réponse à Alain Vidal. Monsieur Lasserre, volontairement apaisé. Assez solennellement, je veux vous dire, à vous, à d'autres, aujourd'hui. Oui. J'entends votre discours, mais ne prenez pas le risque de faire échouer, non pas ce projet-là, mais la suite sur GPSO qui est si importante pour vous, pour votre département, pour les relations entre la France et l'Espagne. Nous sommes ouverts au dialogue, mais je crois qu'il faut hausser le niveau de jeu, essayer de bien regarder ce qui est notre responsabilité collective dans cette affaire pour les générations futures, pour l'Aquitaine et pour la France. Il peut y avoir des débats, mais franchement, soyons à ce rendez-vous ensemble.
Monsieur le Merci ministre, Jean-Jacques je vous Lasserre. entends. Merci Jean-Jacques Lasserre. Non, pardonnez-moi. Restez avec nous. Je vous entends. En quelques mots. Je vous entends. J'essaierai de trouver une solution positive. Je contribuerai à ma façon. Mais si ce sujet n'est pas réglé, je suis désolé, je ne participerai pas aux futures rencontres. Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Alain Vidalis, une question de nos internautes toujours qui nous suivent. Une question de Nathalie qui se dit si on se préoccupait de la Dordogne, qui n'est pas vraiment très concernée par tous ces projets. Enfin, la Dordogne, il y a d'autres départements, il y a d'autres régions. Il ne faut pas avoir cette vision-là. Quel est l'objectif? Là, on fait Bordeaux, Paris, grande métropole Bordeaux. On fait Paris, Bordeaux, on va faire Toulouse. Pourquoi Toulouse? Parce que c'est la 4e métropole de France. On va au sud, non pas pour aller à Mont-de-Marsan ou à Dax, mais pour aller en direction de l'Espagne. Pourquoi? Parce que je veux bien qu'on regarde l'arc méditerranéen. Moi, je suis ministre de la République, je suis responsable de tout. Tant mieux pour l'arc méditerranéen. Enfin, des gens vont nous dire on est contre. Mais est-ce qu'ils protestent à Marseille depuis qu'ils ont la LGV? Est-ce qu'ils protestent à Strasbourg? Personne ne proteste. Et on serait les derniers. Alors la Dordogne, bien sûr, on ne va pas faire passer les TGV partout. Il faut bien qu'ils passent quelque part. Et d'ailleurs, il ne va pas pour l'instant à Pau. Mais je crois qu'il faut quand même avoir une vision un peu d'ensemble pour comprendre qu'il peut y avoir des problèmes de transport en Dordogne, et il faut les traiter dans le cadre du train du quotidien, mais que là, on est sur quand même un projet qui concerne non seulement la Dordogne, mais l'Aquitaine, mais la France. Alors on voit aussi que pour ce projet, vers Dax, vers Toulouse, il y a notamment dans le sud Gironde, mais pas seulement, une opposition qui se met en place parce que c'est une ligne qui forcément va peut-être détruire des massifs forestiers, une zone environnementale. Vous comprenez cette opposition ? Mais toujours. Et comment est-ce que vous la prenez en compte? On voit les images, par exemple, du Ciron, du côté du sud Gironde, qui pourrait traverser. Les viticulteurs également s'inquiètent de ce projet. Alors, il y a eu dans le cadre de l'enquête publique ces observations qui ont été faites et ces mobilisations. J'y ai répondu sur 2 questions essentielles. Premièrement, on m'a dit, mais il ne faut pas faire la LGV, notamment vers Dax et Toulouse, parce qu'en faisant des travaux sur la ligne nouvelle, ça coûte moins cher et c'est mieux. Bon, c'est un débat qui avait déjà existé. On a produit une étude faite par un cabinet indépendant. Donc j'ai pris le nec plus ultra, c'est-à-dire l'école polytechnique de Lausanne. Pour ceux qui connaissent, il n'y a rien de mieux en Europe. Et je leur ai dit, faites-moi l'étude. J'ai mis l'étude en ligne depuis 1 an. C'est-à-dire que j'ai répondu, cette étude, elle est en ligne sur le site du ministère. Depuis, silence radio. Personne n'est venu dire ni faire de commentaires sur cette étude, ni d'ailleurs les médias, et je le regrette un peu. Je l'ai mis en ligne. Et elle dit exactement le contraire de ce que disait l'expertise indépendante, et en disant, si vous voulez à Toulouse, il faut aller à LGV. Sur le Ciron, on me dit, il va y avoir un effet particulier qui font que le champignon qui aide à la production du sauterne va être détruit par le passage du train. Comprenez bien que j'ai beaucoup de qualités, sauf de savoir scientifiquement si c'est vrai ou pas. Et donc, je vais, après le rapport d'enquête publique, désigner 3 cabinets qui vont faire des études extrêmement spécialisées sur cette question. Je les mets en ligne il y a plus d'1 an. Elles répondent toutes scientifiquement, non, c'est pas vrai. Et les gens continuent à dire, mais au moins qu'on critique cette étude. Tout ça est en ligne sur ces 2 questions majeures sur le site du ministère depuis plus d'1 an. C'est noté. Laurent Cavrois, puisque vous venez de construire cette ligne entre Tours et Bordeaux, comment est-ce que vous avez pris en compte ces problèmes environnementaux, justement, puisque vous ne pouvez pas comme ça détruire, quand je dis détruire, un passage sans avoir quelque part une compensation, sans mettre en place une compensation. C'est bien ça la règle. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui, en tant que citoyen, idée à la fois de la complexité et à la fois de la rigueur des lois de la République sur l'impact possible des grands travaux d'infrastructure aujourd'hui en France. On a dépensé des centaines de millions d'euros en construisant des ouvrages plus grands, plus transparents, plus respectueux de l'environnement. On va compenser plus de 3500 hectares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recréer des milieux de vie sur une surface équivalente à l'ensemble de la... Tout ça, c'est la règle. Comme citoyen, je m'en réjouis. Et je pense qu'il faudrait faire un peu plus de pédagogie sur le fait qu'on fait des LGV, qu'on les fait bien. Je ne dis pas il y a des impacts, mais on les réduit le plus possible, et quand on ne peut plus les réduire, on les compense. Et je pense que c'est assez remarquable. Alors concernant ce projet LGV
sud de Bordeaux toujours, puisqu'on parle là d'un projet qui est engagé en tous les cas administrativement, mais certains élus eux-mêmes de votre majorité d'ailleurs considèrent que ce n'est pas forcément une bonne idée, une bonne chose, qu'on n'a plus les moyens et qu'il faudrait peut-être voir les choses autrement avec l'existant. Je vous ai déjà répondu, j'ai fait faire une contre-expertise par ce qui est le nec plus ultra en matière d'expertise ferroviaire, l'École Polytechnique de Lausanne, qui démontre exactement le contraire. Non, ça n'est pas vrai. On ne peut pas faire aussi bien avec l'existant. On peut faire quelque chose de très médiocre et qui va aussi coûter très cher. Donc on peut ne pas faire la LGV si on ne veut pas la faire. Mais moi je suis pour. Je pense que c'est très important, y compris sur Toulouse et y compris sur l'Espagne. Alors autre argument évidemment, puisque le projet peut être séduisant, mais comment est-ce qu'on le finance ce projet? C'est là toute la question. Les élus savent aujourd'hui que ce qui s'est fait sur la ligne Tours-Bordeaux, un PPP, n'est peut-être plus la bonne solution pour les projets d'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être pas la solution, ça l'est peut-être. Comment les choses fonctionnent? On vient d'avoir la déclaration d'utilité publique. Il nous reste 1 minute 30. La déclaration d'utilité publique. Maintenant, j'ai missionné 2 experts, notamment ceux qui ont mis en place le financement de la LGV Grand Est, qui rencontrent les élus. Moi-même, je travaille avec eux aujourd'hui. Ça s'appelle une mission de financement. Toutes les portes, je le dis clairement, toutes les possibilités sont ouvertes. Une société de projet, une concession, un PPP. On va regarder toutes les formules. Comment on paye? En France, c'est pas difficile. Pour payer, il y a soit l'agence de financement des infrastructures, qui est une agence, mais qui a aujourd'hui beaucoup de choses à payer, mais on peut aussi améliorer ses recettes. Et par exemple, peut-être se dire, est-ce qu'il ne faut pas mettre des centimes sur le gasoil ou sur l'essence, puisque c'est du report modal pour financer les infrastructures, ou alors faire ce que l'on a fait en faisant payer les clients. Donc tout ça... Alain Vidalis, une dernière question concernant un projet. Quelle est la position du gouvernement concernant un projet qui a été évoqué, notamment pendant la campagne régionale, entre le projet LGV entre Poitiers et Limoges? Là, vous savez que la situation est exactement inverse. Le Conseil d'État a annulé la décision, et il l'a annulée pour une raison de fond qui est grave et sérieuse, puisque le Conseil d'État a estimé, contrairement à ce qu'il a dit jusqu'à présent sur GPSO dont nous parlons, là pour Poitiers-Limoges, le Conseil d'État a dit que c'était pas raisonnable et que ça coûtait trop cher. Et ce sera la position du gouvernement également? C'est pas la position du gouvernement, mais le gouvernement avait pris une déclaration d'utilité publique, mais nous sommes dans un pays de droit, et donc on essaye aujourd'hui, avec les élus concernés, de trouver des solutions alternatives, et je prendrai des initiatives dans les semaines qui arrivent. Alain Vidalis, merci d'avoir participé à cette première émission de Dimanche en politique. Laurent Cavrois, merci également. Merci également à Jean-Jacques Lasserre qui est intervenu en direct de Bayonne. Dans un instant, le flash de la mi-journée. Puis Dimanche en politique se poursuit. Francis Letellier reçoit aujourd'hui Pierre Moscovici.